Moussa Ngomben Abignon, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec tous les Africains, tous les frères et sœurs afro-descendants, africains, panafricains, ceux qui s'engagent généralement pour les causes qui concernent notre continent. Eh bien, je vous salue. Nous sommes à une phase et une époque cruciale de l'histoire de l'Afrique. On a considéré notre continent comme étant le berceau de l'humanité, ce qui est vrai sur le plan scientifique, ce qui est vrai aussi à plusieurs égards. Mais c'est un continent aussi où la question du berceau de l'humanité nous a renvoyé très souvent à être de grands enfants. On a suivi depuis les événements qui se passent dans notre cher et beau pays d'Afrique, le Mali, on a suivi plusieurs interventions, plusieurs sorties, plusieurs prises de position. L'une de ces prises de position est celle du président de la République française, Emmanuel Macron, qui, vous savez, avec des oukases, a une fois convoqué les présidents africains du G5 Sahel. Le G5 Sahel qui est une force qui est constituée de 5 pays africains qui sont sur la bande sahélienne, notamment le Tchad, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Mali. Eh bien, le G5 Sahel avait été convoqué à Pau, en France, par le président français qui avait littéralement convoqué ces chefs d'État comme de grands enfants. Eh bien, le problème aujourd'hui, comme on dit, n'est pas que la France. Le problème, c'est aussi nous, les Africains. Parce que quand vous vous soumettez, quand vous êtes complaisant, quand vous êtes docile, quand vous vous mobilisez de manière, comme on dit, caporal, en étant caporalisé, autant pour moi, avec un chef d'État français qui peut vous convoquer du jour au lendemain à Paris, tout simplement parce que des éléments des forces françaises qui interviennent dans le cadre de la force Barkhane au Mali sont tombés, et bien évidemment c'est un deuil pour les Français aussi, c'est une compassion qu'on partage parce que quand un soldat tombe, qui plus est qui est venu prêter main forte, et bien évidemment on devrait être solidaire de cela. Alors, nous avons considéré que il n'était plus question que nous, Africains, nous restions quoi? Que nous restions les bras croisés par rapport à cette situation. Moi, je ne supporte plus l'arrogance que nous avons, entre autres, contribué à entretenir. Je ne supporte plus l'arrogance qui est celle de ceux qui disent qu'ils sont venus nous aider. Je ne supporte plus l'arrogance de ceux et celles qui disent qu'ils sont venus prêter main forte. Je rappelle que l'opération Barkhane en France est consécutive à une première opération, c'est-à-dire l'opération Serval, qui a été montée en termes d'opération extérieure, donc OPEX française, en janvier 2013, après que sur l'année 2012, et notamment en décembre 2012, des colonnes dites djihadistes, donc constituées d'extrémistes et ceux qui essaimaient dans le désert au Mali, ont tenté effectivement de pénétrer et d'entrer dans Bamako pour se saisir du pouvoir. Eh bien, à partir de ce moment-là, François Hollande, qui a envoyé des troupes françaises au Mali, a estimé que c'était à la demande des Maliens que l'opération française a été menée, notamment l'opération Serval. Une année après, donc en 2014, eh bien, cette opération s'est transformée en opération Barkhane. Elle a intégré des éléments africains puisque le G5 Sahel était une initiative de l'Union africaine qui a été portée par un certain nombre de pays africains, notamment la Mauritanie, puisque la Mauritanie a exercé un leadership pour que la force du G5 Sahel puisse être mise en place. Et aujourd'hui, la force du G5 Sahel a les mêmes problèmes, les mêmes problématiques que nous rencontrons sur le territoire et sur le continent africain. Ces problématiques concernent notamment la question de l'autonomie stratégique, donc du financement et de l'indépendance de l'Afrique quand il s'agit de financer sa sécurité. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, avait dit en 2018 que l'Afrique sans son indépendance n'est rien, l'Afrique avec son indépendance peut être tout. Je prends en mot M. Moussa Faki. Il y a eu un certain nombre de réformes annoncées. Parce que l'hypocrisie africaine est d'aller dans les sommets de l'Union africaine à Addis Abeba ou par ailleurs et de ne pas être en mesure d'appliquer de manière stricte les résolutions qui ont été prises. Monsieur Amara Essi, qui a été secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine en 2000 et en 2001, a été président par intérim de la Commission de l'Union africaine, puisqu'elle est entrée en vigueur en 2002. Monsieur Amara, ici, de Côte d'Ivoire, africain de Côte d'Ivoire, avait proposé au continent africain, Monsieur Amara, ici, avait proposé au continent africain que nous puissions financer par nous-mêmes les programmes
de l'Union africaine, parce qu'elle était préfigurée à partir de la déclaration d'Alger de 99, de Sirte de 99, et puis avec son acte constitutif à Durban en Afrique du Sud en 2002. Amara ici donc a proposé que les billets d'avion, qu'il y ait des taxes sur les billets d'avion, sur des transactions financières qui permettent à notre continent d'être autonome. Autrement dit, les 200 millions de dollars qui ont été versés par la Chine pour, dit-on, offrir un siège à l'Afrique n'auraient pas été effectifs si les 54 pays africains d'alors avaient pris sur eux d'adopter ces mécanismes de financement. Ces mécanismes de financement qui ont été réitérés par le président Obasanjo sur la question des nuits d'hôtel, sur la question des SMS et également sur la question des billets d'avion. Donc les solutions avaient été proposées et même des simulations financières avaient été faites par les chefs d'État et de gouvernement africains qui ont décidé par eux-mêmes que vous savez, c'était une honte, une humiliation. Et on le disait dans les couloirs de l'Union africaine. Les chefs d'État africains le disaient. Une humiliation suprême du continent le plus riche du monde en termes de matières premières, du continent qui a fait l'objet d'une extraction systématique de ses populations depuis 1000 ans, du continent qui bénéficie dans son sous-sol de tout ce que la terre, de tout ce que l'humanité compte de richesse. Et c'est le même continent, le continent africain qui doit recourir, quémander à la France une protection au Mali. Nous disons non. Je suis donc venu ici à l'ambassade du Mali ce matin sur mon chemin du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris où j'effectue mes travaux de recherche, eh bien, je suis venu pour rencontrer les autorités maliennes de Paris pour dire que je me porte volontaire, ainsi que ceux de l'Alliance pour les États-Unis d'Afrique. Nous nous portons volontaires pour être ceux et celles qui vont désormais défendre notre continent, l'Afrique. Il n'est plus question d'entendre à la télévision le président de la République française de façon arrogante nous dire que la France va retirer ses troupes si et cela advienne. Il faut que les Africains cessent d'être les grands enfants dans l'histoire de l'humanité. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas qui plus est de grands enfants. Il faudrait que cela cesse. Et que cela cesse, on a vu à partir de 2017 qu'un certain nombre de mesures pouvaient être prises. Le duo Kagame-Faki avait mis en place un prélèvement de taxes sur les importations extérieures de l'Afrique. Cela a permis de rapporter de l'argent. Et cela a permis de réduire considérablement la dépendance du continent. Parce que l'Afrique, jusque-là, ne finançait que 3% des programmes de l'Union africaine. Eh bien, désormais, c'est 25% des programmes de l'Union africaine. On a pu réduire la dépendance à 58%. Donc, les pays extérieurs, c'est-à-dire l'Union européenne, c'est-à-dire l'Agence des États-Unis pour le développement, c'est-à-dire la Chine et d'autres, la France et d'autres, ne nous donnent plus que 58% de ce qu'il faut pour l'investissement dans les programmes de l'Union africaine. Et aujourd'hui, à date, tel que je peux vous le dire, l'Union africaine finance entièrement son fonctionnement à partir de la réforme qui a été faite par le duo Kagame-Faki, consistant notamment à prélever sur les importations extérieures à l'Afrique. Ça veut dire que ce que Amara Essi avait prôné en 2001 est possible. Autrement dit, sur les transactions financières des Western Union, de tous les Africains afro-descendants de la diaspora, sur les nuits d'hôtel, sur les transactions financières, nous pouvons avoir de quoi, sur notre continent, financer de façon autonome, en termes d'autonomie stratégique, tous les moyens, y compris les moyens spatiaux d'appui aux opérations militaires, y compris les moyens spatiaux, puisque aujourd'hui, il est de notoriété publique, il est constant que après la France, par exemple, prenons son exemple, la France au Tchad n'avait pas de moyens spatiaux d'autonomie stratégique au Tchad, dans son conflit avec le Tchad, où elle était partenaire et alliée de la Libye, où elle était partenaire alliée du Tchad contre la Libye. Eh bien, la France, parce que ce sont les États-Unis qui lui fournissaient des informations, la France a donc développé une autonomie stratégique depuis les années 90. Et aujourd'hui, avec son système satellitaire, avec son système d'arsenalisation et de militarisation de l'espace, la France aujourd'hui fournit des informations aux armées africaines. Eh bien, c'est possible. Nous avons les ingénieurs, nous avons l'ingénierie, nous avons un certain nombre de pays africains aujourd'hui qui ont des cadres qui se forment. Nous avons, sur le plan panafricain, une stratégie spatiale africaine qui est consécutive à la politique spatiale africaine qui a été adoptée en 2014 par les chefs d'État. Il était envisagé sur notre continent
qu'à l'horizon 2020-2021, que l'Agence spatiale africaine, qui était une instance à la fois de coordination du domaine spatial africain et puis également de création d'un cadre réglementaire sur la gestion et la bonne gouvernance du spatial africain, eh bien, qu'il soit en place. Pourquoi ça ne marche pas? Nous avons les hôtels sur le continent. Nous avons les transactions financières qui sont faites. Vous savez qu'aujourd'hui, en termes nets, les Africains ont, en termes de transactions financières, donc d'envoi de l'argent sur le continent, les Africains ont plus de 10 fois ce qui est envoyé sur le continent africain en termes d'aide publique au développement. Plus de 10 fois. Et ça, ce sont des flux formels. Et les flux informels sont encore beaucoup plus importants. Alors, je ne comprends pas comment, depuis 2000, Amara Essi, Muammar Kadhafi, vous savez aujourd'hui, le Big Five, c'est-à-dire l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, et l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Algérie, un pays qui s'est ajouté, c'est-à-dire le Maroc, qui a remplacé la Libye. Parce que c'était ces 5 pays-là qui fournissaient pratiquement la moitié du budget de l'Union africaine. Le Mali, aujourd'hui, a besoin. Le Mali, je suis devant l'ambassade du Mali aujourd'hui à Paris et j'ai rencontré tout à l'heure le premier conseiller. Nous allons venir à leur rencontre dans le cadre de l'Alliance pour les États-Unis d'Afrique avec tous les volontaires, tous les Africains de France, tous les Afro-descendants de France qui veulent apporter leur soutien aux pays qui sont en train de devenir des États faillis. Le Mozambique, la Centrafrique, le Mali et d'autres, nous devons être solidaires de ces pays-là. Parce que si nous ne nous impliquons pas, si nous ne nous intéressons pas à la question du financement de notre continent, si nous ne nous intéressons pas à la manière dont les enjeux géopolitiques, géostratégiques se déroulent sur notre continent, eh bien nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Nous n'aurons que des arrangements, des deals, comme ceux qui sont négociés aujourd'hui entre la France et un certain nombre de pays africains sous des prétextes divers, au lieu que la France se regarde dans un miroir, assume ses crimes, assume les génocides auxquels elle a participé sur le continent ou bien qu'elle a perpétrés comme au Cameroun. La France est dans le jeu de mots, la France est dans le deal permanent. Nous voulons que les Africains que nous sommes soient des adultes de l'humanité. Et ça se passe par des actes. Je me suis levé sur mon chemin dans mes travaux de recherche, sur mon chemin professionnel, eh bien je me suis arrêté à l'ambassade du Mali en France. Et je l'ai annoncé sur ma page Facebook ce matin. J'ai dit que je m'engageais aux côtés des Maliens, des Mozambicains, des Centrafricains, pour que désormais l'Afrique ne quémande plus à la France ou à quelque autre puissance, Russie ou d'autres. Je le dis et je l'affirme clairement en tant qu'Africain. Il faudrait que les Africains cessent d'être de grands enfants, de remplacer Pierre par Pierre le Grand, de remplacer Paul par Saint Paul. Parce que demain, il ne faudrait pas pleurer que ceux qui nous ont pillés hier dans les richesses minières, dans les mines, dans le diamant, dans le coltan, le pétrole, soient remplacés par d'autres pilleurs sous des prétextes divers parce que, dit-on, ils viennent sauver l'Afrique. Personne ne vient sauver l'Afrique. Personne ne viendra sauver notre continent. Nous avons un cadre panafricain. C'est l'Union africaine. Il faut que les Africains, chaque Africain et chaque Afro-descendant s'intéressent à cela. Si nous laissons l'Union africaine être le seul club des chefs d'État, comme l'OUA a été en son temps désigné et baptisé syndicat des chefs d'État, eh bien, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Nous n'aurons que notre faconde. Eh bien, on a l'habitude de le dire. Moi, ça ne me fait pas de problème. Ça ne me pose pas de problème particulier de pleurer parce que, effectivement, je viens d'un continent où, effectivement, on sait pleurer ses ancêtres, on sait honorer ses ancêtres, on sait avoir entretenu la mémoire de ses ancêtres. Mais nos ancêtres ont tellement été valeureux pour la plupart, que je veux être l'enfant, un des enfants de l'Afrique qui honore la mémoire de ces ancêtres-là, qui nous ont légué de belles civilisations, qui nous ont légué de belles cultures. Et nous sommes en train de trahir cela. En nous faisant insulter, en nous faisant humilier de manière systématique par des chefs d'État étrangers, notamment le président de la République française qui nous dit qu'il va retirer ses troupes si et si cela. Le président de la République française, Emmanuel Macron, est allé au Tchad adouber un putsch et un coup d'État. Et quand il s'agit du Mali, il nous explique qu'il ne peut pas maintenir ses troupes dans un pays qui ne respecte pas les principes démocratiques et la transition. Au Tchad, on a bafoué les principes démocratiques, on a tué des manifestants pacifiques, ils sont morts aujourd'hui. Et je salue Succès Masra et tous les Tchadiens résistants aujourd'hui. On les a tués sans que, effectivement, on ait le même type de grognement, on ait le même type de communiqué de l'Élysée, on ait le même type
de sortie de la République française. Il faudrait que les Africains prennent leurs responsabilités. Il faudrait que les Africains ne soient plus les enfants spectateurs. Il faudrait plus que les Africains soient la hagards. Nous devons nous engager, demander des comptes à nos chefs d'État. Où sont les taxes sur les billets d'avion? Où sont les taxes sur les SMS? Où sont les taxes sur les transactions financières, les nuits d'hôtel qui peuvent permettre à l'Afrique de financer l'essentiel de ses programmes tout en restant un continent ouvert à la coopération? Dans le cadre de la géopolitique, des théories, des relations internationales, etc., la coopération internationale fait pleinement partie des usages dans les relations internationales. Il y a d'ailleurs des théories, qu'elles soient des théories fonctionnalistes, des théories coopératives ou des théories constructivistes ou que sais-je.